Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 6 de notre super podcast Popcorn Aigre Doux. Aigre Doux. Alors, moi c'est Louis. Et moi c'est Michel. Et nous sommes les hôtes de cet épisode, de ce fabuleux podcast où nous parlons de cinéma. Avant de commencer, qu'est-ce que tu bois, Michel ? Alors, je bois un petit punch que tu m'as très gentiment préparé avec du rhum Perlaba, c'est Oui, ça ? exactement. Qui vient de Guadeloupe. Exactement. Et, De Marie-Galante. et c'est très bon. Et je t'en remercie grandement. Super. Et toi, qu'est-ce que tu bois ? Et ben moi, je bois un vin blanc et j'ai oublié ce que c'était, mais c'est bon, il est frais et c'est très agréable à cette période de l'année. Oui, parce qu'aujourd'hui on a fêté ton 30e anniversaire. Eh oui. Alors, joyeux anniversaire, Tchin. Bref, aujourd'hui on va faire un épisode dont on a eu l'idée dès le début en préparant cette émission. C'est vrai. Un épisode à propos de la couleur. The color into movies. La couleur dans le cinéma. Et donc du coup, avant de commencer la présentation des films en tant que tel, on va vous faire un petit spoiler alert. Spoiler alert. Parce que on va parler évidemment pour les besoins de la thématique en long, en large, en travers, du début à la fin des films. Et donc si vous ne les avez pas vus, regardez-les. D'autant plus que ce sont deux films intéressants à voir. Donc de quel film on va parler, Michel ? Alors, aujourd'hui, on va parler de Sin City, de Robert Rodriguez et Frank Miller, et de Crimson Peak, de Guillermo del Toro. Ok, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en amont Sin City ? Mais avec grand plaisir, mon cher Louis. Alors, Sin City, c'est un film réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller. Quentin Tarantino est aussi crédité, mais il n'a en réalité tourné qu'une seule scène. Alors, c'est un film adapté de la bande dessinée du même nom, écrite par Frank Miller, qui a été publié entre 1991 et 2000. Le film est sorti en 2005, et il résulte de l'envie de Rodriguez, qui a aussi réalisé Machete, et Une nuit en enfer ou Planète Terror, de transposer la BD à l'écran. Il a donc dû convaincre Frank Miller qu'il arriverait à produire un résultat similaire au style graphique du comic. Et honnêtement, c'est une chose réussie. Le film raconte donc 4 histoires qui se passent dans la ville de Basin City, donc sous-entendu Sin City, cité du vice, où se mêlent prostitution, assassinat, troquet infâme et jeu de pouvoir. Le film a connu un plutôt bon succès critique et une bonne réussite commerciale. Il a notamment été remarqué pour ses efforts visuels et sa technique, qui était remarquable à ce moment-là et qui était un peu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Avant de poursuivre sur la présentation du deuxième film, on tient à dire qu'on ne partage pas les opinions qui sont développées dans ce film et d'une manière générale dans l'œuvre de Frank Miller, notamment pour ce qui concerne les points de vue sexistes, racistes, misogynes et homophobes qu'on retrouve beaucoup présents non seulement dans Sin City mais aussi dans l'ensemble de son œuvre. Voilà. Tout à fait. Donc, on tenait à le dire, et on reviendra pas trop dessus Pendant l'épisode, mais on tenait à le dire au début de l'épisode. Tout à fait. Attaquons maintenant notre second film, qui est notre second choix pour parler de la couleur. C'est Crimson Peak, donc le pic pourpre. Exactement. Réalisé par Guillermo del Toro, qui a aussi fait Le Labyrinthe de Pan ou Hellboy, et qui est sorti en 2015, donc 10 ans plus tard. Il s'agit d'un scénario original qu'il avait commencé à écrire presque 10 ans auparavant, et qui a connu de nombreuses versions avant d'aboutir à ce film. Et donc, on y suit l'histoire d'Edith, qui est une écrivaine en devenir dans une Amérique du début du XXe siècle, qui se marie avec le mystérieux Thomas Sharp. Ils emménagent avec la sœur de Thomas dans une bâtisse dont ils ne semblent pas être les seuls habitants. Peut-être est-ce qu'on parlerait de fantômes dans ce film ? Peut-être qu'il y a des cadavres dans les placards. Donc le film a connu un succès plutôt mitigé, particulièrement au regard de l'accueil des films de Guillermo del Toro qui d'habitude sont plutôt des francs succès. Oui, et là on parle du succès au box-office, oui, parce que les critiques étaient plutôt bonnes. Même si l'accueil public n'a pas forcément été super favorable. C'est ça. Mais bon,
Mais nous, c'est un film qui nous a plu. Tout à fait. Moi, c'est un film que j'avais vu au cinéma et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais alors du coup, Louis, pourquoi est-ce qu'on veut parler de couleurs? Eh bien, parce que nous sommes dans une émission qui s'appelle Popcorn Aigre Doux, parce que l'un d'entre nous est peut-être aigre et l'autre d'entre nous est peut-être plus doux avec les films. Et que c'est la thématique commune qu'on a choisi de lier avec ces deux films. Donc là, maintenant, on va partir sur une discussion libre, où on va un peu raconter tout ce qu'on veut. On va probablement partir aussi un peu loin de la thématique, mais C'est ça. pour votre plus grand plaisir. Et on essaiera quand même d'y revenir au moins à la toute fin, pour dire ce qu'on en pense. C'est ça. Mais l'idée qui nous a intéressés dans le fait de comparer ces deux films à propos de la couleur, c'était tout simplement le fait que les deux films utilisent les couleurs comme quelque chose de fort, aussi bien visuellement, mais aussi au niveau du sens, mais de façon très différente Tout à fait. pour le coup. Et pas pour les mêmes raisons non plus. Tout à fait. Et donc on va vous en parler un petit peu plus dans la suite de l'émission. Et c'est parti pour la partie duel. Waouh, je vais te tuer. C'est parti. Quand même, ce qu'on peut dire en regardant Sin City, Oui. c'est que on va commencer par celui-là parce que c'est juste là où c'est le plus évident. Oui. Sin City, c'est un film en noir et blanc avec un contraste super fort. Il y a Oui. même assez peu de gris. Par contre, il y a des couleurs qui ressortent, mais hyper flash et qui sont utilisées pour plein de raisons différentes. Ça peut être par exemple, donc tout est en noir et blanc et un personnage qui a juste une robe rouge qu'on voit. Ça peut être du sang qui peut être aussi juste Ouais. rouge apparent. Un personnage qui est complètement jaune. Voilà. Et donc Oui. là, c'est très très clair qu'en tout cas, on cherche à nous raconter quelque chose avec de la couleur. On s'en cache pas. Et c'est quelque chose qui était présent dans la BD d'origine. Oui, tout à fait. Alors, la BD d'origine, si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas pris le temps d'aller faire une petite recherche sur Internet, c'est vraiment une BD qui est principalement en noir et blanc. Et pour le coup, s'il y a bien quelque chose que je peux reconnaître par rapport à cette BD et ce film, c'est que c'est visuellement vraiment frappant Ah ouais, et très impressionnant. c'est clair. Le travail graphique est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de jeux d'ombre, de lumière, avec les angles, tout ça. Ouais. Et c'est une inspiration un petit peu... ça s'inspire à la fois de ce qu'on appelle le film noir. Donc un peu ces films de meurtre et de détective qui se passent dans les bas-fonds d'une ville, avec des prostituées, des malfrats, la mafia, tout ça. Et aussi de toute cette littérature donc de romans policiers dits noirs, qui étaient publiés dans les magazines dits de pulp fiction. Alors, est-ce que ça rappellerait quelque chose? Pulp Fiction, je sais pas, on n'a pas cité un autre réalisateur plutôt qui a réalisé un film. Mais bon, alors la Pulp Fiction, c'était en fait des magazines qui étaient imprimés sur de la mauvaise qualité de papier, donc du coup qui n'était pas cher. Et c'est là d'où vient leur nom, le pulp, pour la pulpe du bois. Et c'était des magazines où c'était un petit peu considéré comme de la littérature de bas étage, avec des trucs faciles sur des méchants, des femmes très voluptueuses, des femmes fatales. Et donc ça s'inspire un petit peu de tout cet univers. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le film. Mais du coup... je pense que l'aspect visuel noir et blanc, ça partait un petit peu de tout ça aussi. Ce côté un peu... tu peux pas bien distinguer le bien du mal. Oui. Et du coup, même, tu vois, je trouve que Sin City, c'est même pas forcément noir et blanc, c'est même souvent dans des teintes de gris. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une spécificité du film. Oui. Parce que la BD, elle est intégralement noir et blanc. Il y a vraiment juste des contrastes intenses tout le temps. Oui. Avec quelques touches de couleur, comme mais tu plus as tard, dit. la couleur, elle est apparue pas tout de suite. Ah ouais? Au moment de la création de la BD, elle est apparue à partir du 4e tome. D'accord. Qui s'appelle The Yellow Bastard. Waouh. Qui est le méchant jaune, qui est une des histoires qui est narrée d'ailleurs dans le film, dans lequel il y avait un personnage entièrement jaune. Oui. Mais sinon, il n'y avait pas de couleur jusque-là dans la bande dessinée. C'est quelque chose qui apparaît à ce moment-là et qu'après il a utilisé plus tard. Donc, on sent aussi, alors autant la couleur raconte quelque chose, notamment dans cette histoire-là, je trouve, du Yellow Bastard, où lui, il est juste infâme. Oui. On suit cette histoire d'un pédophile qui, du coup,
suite à une mésaventure par un policier, Bruce Willis. Oui, c'est ça. Joué par Bruce Willis, qui joue le rôle de Bruce Willis. C'est ça. Dans tous ses films, C'est et ça. à mon avis un peu dans sa vie. T'es peut-être dans le vrai. Je suis pas mécontent de te voir revenir à la raison. Belle manière de rompre un tandem. Et d'entamer sa retraite. Et là, il y a un personnage jaune qui apparaît, et on comprend que c'est le pédophile que pourchassait Bruce Willis. Et donc là, l'usage, il est hyper clair. Lui, c'est un méchant. Jaune, c'est la couleur de la traîtrise, c'est la couleur de la pisse. Pour le coup, là, on n'est pas dans la couleur de l'or. C'est aussi toxique. Enfin, Ouais. c'est Et on pas un raconte beau qu'il jaune. pue, qu'on peut le détecter Ouais. à l'odeur, etc. C'est un jaune vraiment sale. Ce type schlingue. Il fouette tellement qu'il me donne envie de chiaber. Et là, c'est très clair. Autant, je trouve qu'à d'autres moments, c'est plus subtil. C'est-à-dire que on sait pas toujours, notamment les lumières de la police. Alors si, en fait, moi j'ai... Enfin, je sais pas trop. Ouais. Alors, ce que je dirais, c'est que... le film aussi, il faut dire, nous, on l'a vu dans le Director's Recut, Ouais, donc où il a séparé vraiment les... Parce que c'est un peu un film à sketch. oui, c'est ça. Donc où il a séparé les histoires des différents personnages en 4 moyens métrages. Ouais. Court moyen métrage, et je dirais que l'utilisation de la couleur dans ces différentes histoires est pas la même. Oui, c'est ça. Ce que je vois aussi, c'est que la couleur, elle est pas vraiment, peut-être à part dans The Yellow Bastard, l'histoire, l'histoire de Yellow Bastard, à part dans cette histoire, je dirais que la couleur, elle est vraiment là plus pour le spectateur que pour les personnages. Je pense pas que les personnages y perçoivent ces couleurs. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment pour montrer quelque chose au spectateur, de dire regarde cet élément. Oui, ça met vraiment en exergue des éléments, et ça peut être, enfin, je repense là à l'histoire de Marv, où le sang, dans tout le film, est blanc, mais d'un blanc pur, sauf le sang de Marv. Oui. Qui lui est rouge, et qui du coup, Marv, c'est un personnage qui est un mec énorme, ultra buff, je crois qu'il se prend 15 balles dans le film, et il meurt pas. Non mais de toute façon, tous les mecs dans ce film sont des surhommes. Ouais. Non mais lui particulièrement. Oui, mais lui particulièrement. Et il y a même d'ailleurs tout un jeu autour de... il est recouvert de pansements sur le visage. C'est d'ailleurs assez joli ce qu'ils ont fait. Ouais. Il y a un côté un peu nounours, mais le mec il est juste increvable quoi. Il se prend 10 balles dans le coffre et... non mais il se fait renverser 2 fois par une voiture et il se relève, ça me vient pas. Là, lui c'est particulièrement n'importe quoi. Et c'est un personnage qui est ultra violent, ultra puissant, et mais qui reste assez contenu en fait. C'est toujours quelque chose de comme si c'était une force mesurée, et je trouve que justement là la vision du sang, c'est de son sang, particulièrement du sang qui est éclaboussé sur lui. Oui. C'est au contraire, on montre bien qu'en fait c'est une furie quoi. Ce mec c'est juste une furie pure. Et d'ailleurs il a presque pas d'autres aspects humains, si ce n'est celui de la fureur pure quoi. Oui, non, c'est vrai. Même d'un point de vue du sexe, enfin là il espèce de se bat pour une prostituée qui est la seule prostituée qui a voulu coucher avec lui, mais sinon c'est un mec qui est presque sans sexe. Oui. Du coup, enfin même sans partie génitale, enfin il y a un truc qui c'est complètement en dehors de lui quoi. Oui, non c'est vrai, mais bon, petite parenthèse, un des trucs intéressants avec le personnage de Marv, c'est que c'est un personnage qui a une maladie mentale. Tu vois, il prend des médicaments, il le dit lui-même. C'est vrai. Je me marrais tellement bien que j'ai oublié de prendre mes cachets. C'était pas Goldie dans la bagnole. Goldie est morte. C'est pas bien d'oublier de prendre ses médocs. Mais bon, après, la façon dont Frank Miller traite le sujet, c'est pas très subtil. Alors, un truc que j'avais lu par rapport à ça aussi, c'est que Robert Rodriguez, il avait fait le choix, notamment pour Marv, pour le personnage de Marv, parce que c'est un personnage dont le visage est presque tout le temps dans l'ombre. Même à un moment où il a ses pansements, en fait, tu vois juste les pansements, et sinon tu vois limite juste la silhouette de son visage. Parce qu'il a un visage très structuré. Oui, très carré. Ouais, très carré. Un peu comme une statue. Ouais. Et que si on mettait du sang sur son visage, avec cet effet contrasté noir et blanc, on avait juste l'impression que son visage était sale. Ah. Et que du coup, faire apparaître le sang rouge, ça lui permettait à la fois... Ça lui permettait à la fois de
déjà d'éviter cet effet qu'on voit pas le sang sur son visage, mais aussi d'appuyer l'aspect douleur et Ah oui. et peut-être un petit peu la vulnérabilité de Marv. Ouais. C'est vite dit, la vulnérabilité de Marv. Mais Robert Rodriguez, donc le réalisateur, a demandé à Frank Miller s'il pouvait mettre un peu plus de couleur que dans la BD d'origine. Oui, c'est vrai, ce que Frank Miller a accepté. Oui, c'est aussi une des particularités de ce film, c'est que Frank Miller, ça a été fait complètement avec Frank Miller. Frank Miller, au début, qui était pas très chaud, qui pensait que c'était pas possible. Oui. Rodriguez a fait une démo qui correspond au premier sketch qu'on voit, qui est juste un assassinat d'une femme à barbe rouge, on sait pas qui c'est très rapide, etc. Ouais. Pour lui démontrer, il a juste fait ça gratos, tourné en une journée. Bon, il y a eu plus de post-prod, ça va pas durer une journée la post-prod, mais le tournage a duré qu'une seule journée. Oui. Mais plus pour montrer que voilà, c'est possible en fait. Et Frank Miller a dit OK. Et donc on est presque là aussi dans un film réalisé pour le coup à deux mains. Oui. Et il y a presque un truc un peu étrange que Rodriguez a annoncé aussi, qu'il voulait faire le film de Frank Miller et pas faire un film à lui. Oui. C'est quelque chose qu'il a répété plusieurs fois aux interviews. Donc il y a presque un respect absolu pour le maître, enfin en tout cas pour l'œuvre originale. Oui. Et total, parce que l'auteur en fait partie. Moi ça me fait penser à Watchmen par exemple, où c'est Snyder, je crois, qui a fait Watchmen. Oui. Zack Snyder, qui pareil a lui essayé de respecter au maximum le matériel de base. Oui. Surtout dans la version ultra longue, recut de je sais pas quoi, qui dure 4h30. Que j'ai pas vu, mais... On a la totale, quoi. C'est juste la BD plan par plan, quasiment. Et il y a même, du coup, la BD dans la BD, ça devient un dessin animé dans le film. Okay. Enfin, il y a vraiment l'intégrale, quoi. Mais Alan Moore a refusé totalement sa participation au film. D'être impliqué dans le film. Mais 100%, et lui en prétextant que lui, ce qu'il avait écrit, c'est une BD, et donc ça l'intéresse pas, en fait, de voir juste autant voir un film qui tire de sa BD, mais lui, c'était un peu sa vision des choses. Là où Frank Miller, lui, était là, genre, ok, vas-y, on va faire le truc à fond, et juste on va faire une transposition de la BD à l'écran. Et allons-y. Et je trouve que du coup, parfois, justement, ces effets de couleur, ils sont plus pour des effets de cinéma que pour raconter quelque chose. Oui, je suis d'accord. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, ça, en fait, c'est notamment sur certains panneaux sur la route ou certaines lumières où tu vois qu'ils ont essayé de rajouter une petite touche de couleur pour un peu attirer ton regard, mais c'est tout, tu vois. Ouais, et du coup, c'est un peu dommage parce que ça perd aussi de la puissance pure de la couleur. Ouais. Dans la BD où là, il y a que du noir, des blancs, pas de gris et un peu de couleur. Et où là, vraiment, ça raconte quelque chose, quoi. Et là, je trouve que dans le film, du coup, c'est parfois un peu gratuit, en fait. Ouais. Alors que c'est un parti pris tellement puissant que je trouve ça un peu étonnant, en fait, que ça en soit... Non, mais c'est aussi quelque chose qui m'a frappé, parce que, voilà, en revoyant le film et en essayant de voir chaque scène, qu'est-ce qui est mis en couleur et qu'est-ce qui n'est pas mis en couleur, il y a un moment où je me suis dit, en fait, les éléments vraiment significatifs qui ont de la puissance, tu les repères assez vite, mais après c'est un peu accessoire. Oui. Là où je pense j'ai le mieux aimé l'utilisation de la couleur, ça devait être probablement dans l'histoire de Marv, avec Goldie, c'est la prostituée dont il tombe amoureux, et en fait il est prêt à mourir juste pour trouver l'assassin qui a tué Goldie. Qui est la seule d'ailleurs personne qui s'était de coucher avec lui, qui est la seule prostituée qui a accepté de coucher avec lui. Non, puis du coup, même le personnage de Goldie, c'est le seul personnage à peu près en couleur du film. Et un moment super étonnant, dans le bar. Oui. Le bar, et enfin il y a une espèce de troquet complètement genre nauséabond, etc. Et là, le troquet en couleur, et tout le monde est en couleur. Oui. Trop bizarre. Ouais. Mais des couleurs quand même assez atténuées. C'est atténué, mais c'est quand même étrange que ce soit genre le seul moment où tu te dis waouh, tout le monde est en couleur et les humains ont une vraie peau. D'autant plus, je me suis demandé parce que le bar, c'est un des seuls décors, voire le seul décor qui n'est pas du tout fait en écran vert, parce que la totalité du film a été tournée sur écran vert. Et d'ailleurs à l'époque c'était quelque chose qui était encore assez inédit. Et il y a même plein d'anecdotes sur des personnages qui sont dans la même scène et en fait les acteurs se sont jamais rencontrés avant la première du film parce que tout a été tourné sur écran vert, donc ils ont pu les tourner les dialogues séparément. Mais du coup je me suis demandé si le bar
c'était pas parce que voilà, c'était un peu le seul décor en vrai pour du coup dire. Peut-être aussi que c'est le seul décor où les personnages se croisent. Ah oui. Parce que pour le coup, on retrouve Clive Owen Oui. dans le bar, Dwight. On le retrouve dans l'histoire de Marv. On fait un commentaire sur. Il y a Nancy aussi qu'on retrouve là. Oui. T'as la serveuse jouée par Brittany Murphy. Ouais. Et on les retrouve là, du coup. Je me suis demandé aussi si c'était pas pour ça. Mais bon, oui, j'avais pas pensé. Du coup, c'est un peu subtil, quoi. Là où, dans Crimson Peak, qui est un film qui, du coup, tend plus de choses de l'ordre de l'expressionnisme ou du genre du giallo italien. Oui. Là, l'utilisation de la couleur, alors il y a des utilisations de couleurs très tranchées, etc. Oui. Très claires. Et où là, ça a vraiment du sens, quoi. Ah oui, tout à fait. Et si vous êtes familier ou familière de l'œuvre de Guillermo del Toro, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les couleurs. Et même, je dirais, il a presque une palette de couleurs qu'on retrouve beaucoup dans ses films. Des couleurs, le rouge, le doré, le vert bleu. C'est vrai. D'ailleurs, The Shape of Water... la forme de l'eau. Oh, magnifique. Alors là, si vous voulez voir, si vous aimez le vert et le bleu, c'est magnifique pour les yeux. Mais Crimson Peak, pour le coup, comme tu dis, ça s'inscrit plus dans une tradition. Alors, moi, j'ai vu qu'il disait qu'il avait été beaucoup inspiré par les œuvres de Mario Bava. Ouais. C'est vraiment le giallo, quoi. Oui, c'est ça. C'est le cinéma d'horreur italien des années 60, 70. Ouais. Si vous avez vu Suspiria, par exemple, qui est, je pense, de Dario Argento, qui est, je pense, le film le plus connu de ce genre-là, on retrouve ça, et qui est un genre qui lui-même tient de choses un peu expressionnistes aussi. Voilà, où il y a des couleurs marquées, des ambiances qui sont faites par des couleurs, qui montrent des choses. On retrouve aussi ce personnage féminin, fort, mais en détresse, avec un côté fantastique, présent. Ouais. Et on voit que le film s'inspire vraiment de ça. Oui. Et là, c'est, comme tu dis, c'est vraiment un film où la couleur est là pour non seulement te mettre dans une certaine ambiance, mais aussi pour te délivrer des messages sur qu'est-ce qui va se passer, dans quelle situation sont les personnages, Chaque personnage a une couleur attribuée. Oui. Très clairement, il y a Lucille, la sœur méchante incestueuse, qui elle est tout de vert vêtu. Il y a Thomas qui est lui en noir plutôt, en noir, bleu. Oui, mais en fait, et aussi même eux, donc ce sont des frères et sœurs qui ont une relation incestueuse, on le découvre à la fin du film, et qui sont aussi des incestueurs, parce qu'ils tuent à cause de ça. L'horreur, c'était par amour. Cet amour nous consume et nous meurtrit. Et il fait de nous des monstres, en fin de compte. Et un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que la première fois qu'on voit Lucille, elle est en rouge, donc couleur qui rappelle plus le sang, la côté passion, charnel, la chair. Oui, c'est ça. Et après, une fois qu'ils arrivent dans leur bâtisse hantée, gothique, tout ça. Génial bâtisse d'ailleurs. Ouais. Franchement, c'est trop réussi parce que la maison, c'est vraiment un personnage à part entière. Oui. D'ailleurs, on le dit, la maison, elle respire. Qu'est-ce que c'est ? C'est le vent d'Est. Quand il souffle fort, les cheminées font un appel d'air, et comme les fenêtres sont fermées, le manoir respire. Pour le coup, elle est habitée par des fantômes, donc du coup, il y a aussi une vie par rapport à cet endroit-là. Mais c'est génial, il y a un trou dans le plafond, il neige dans la maison. Oui, non, mais ce décor est magnifique. C'est magnifique. Mais quand ils arrivent dans cette maison, donc Lucille, elle est déjà sur place, et il y a Thomas qui ramène donc sa jeune femme à la maison. La jeune femme qui, elle, porte une robe dorée, une espèce... Elle, on a l'impression que c'est la petite flamme d'une bougie qui essaie de vivre. Elle arrive dans ce truc genre englobant, sombre, bleu, rouge. Et Lucille et Thomas portent des habits qui ont quasiment la même couleur. Et en fait, leurs couleurs, elles s'interchangent. Du coup, tu vois aussi qu'il y a des échanges là qui se passent, qui sont pas normaux. Ouais, alors qu'elle tranche complètement avec Edith, l'héroïne là, elle tranche complètement avec
avec ces couleurs-là. Et c'est très clair. Et c'est pareil, je trouve qu'il y a le film s'appelle Crimson Peak, donc le pic pourpre. Oui. Aussi parce que, du coup, le lieu où se déroulent les 2 tiers du film, cette maison, ce manoir-là, complètement fou, c'est sur de l'argile rouge, Oui. qui d'ailleurs même pénètre dans la neige et fait que la neige devient rouge sang. Oui. Ouais, non, mais visuellement, c'est magnifique. Ouais. Et c'est très fort. Pour le coup, l'utilisation des couleurs est hyper forte. Et dans Sin City aussi. Sin City, tu le remarques parce que tout le reste est blanc et noir, gris. Donc forcément, la moindre touche de couleur te saute aux yeux. Mais dans Crimson Peak, c'est vraiment le mariage des couleurs entre eux. Il y a aussi l'utilisation du blanc, du noir. Mais c'est vraiment... ça raconte une histoire. Non mais tout à fait. Rien que par les couleurs. Et le début du film, c'est aux États-Unis. Qui a une terre plutôt portée vers l'espoir. C'est des couleurs chaudes. Oui. Agréables. Ouais, dorées. Ouais. Qui tendent vers le futur. Un peu couleur Oui. terre aussi. C'est marron, etc. Ouais. De la prospérité. Et après, on arrive en Europe dans ce lieu un peu maudit. Oui. Tout est blanc. D'ailleurs, on voit très peu C'est l'Europe froid. pour le coup. Oui. Enfin, on voit rien. On voit juste ce décor-là et un peu Ouais, de berge ouais. à un moment. C'est froid, c'est noir, c'est sombre. C'est sombre et rouge, quoi. Oui. Et la seule source de lumière, bah, c'est Edith. Ouais. Qui, elle, Et le petit un chien. peu diaphane. Oui, le petit chien. Mais Sin City, ce que je disais plus tôt, c'est que la couleur, elle est là vraiment juste pour le spectateur. Pour te dire, hey, regarde là. Alors que dans Crimson Peak, tu crois... Enfin, non seulement elle est là pour le spectateur, mais elle est là aussi pour les personnages. Je veux dire, les personnages, ils ont quelque chose à dire avec leur couleur. Oui. Ils racontent leur histoire, et il y a aussi un côté un peu tragique, enfin, vraiment de la tragédie grecque, où, dès le début, tu sais que ça va mal se terminer. Oui. Le mais tout à premier fait. plan du film, c'est un plan de la fin, Oui. où tu vois qu'elle est en sang, et qu'elle est, genre, perdue dans la Ouais. neige, et qu'il y a du sang sur son visage. Donc tu sais que ça va mal se terminer. Et il y a un peu ce destin qui est tracé aussi dans la couleur qu'il porte et les couleurs qu'il fréquente. Et puis on voit qu'on te raconte un conte. Il y a quelque chose dans là. Déjà, on assiste à mort. Alors, il y a des fantômes dès le début du film. Oui. Et on te répète, je sais pas, peut-être 6 ou 7 fois dans les 20 premières minutes que le fantôme est une métaphore. Le fantôme n'est qu'une métaphore Une métaphore. du passé. Oui. Même si ça, pour le coup, c'est dans la diégèse du film, c'est elle, Edith, qui écrit des histoires de fantômes. Et on raconte que dans ces histoires, les fantômes sont une métaphore. Oui. Une métaphore du passé, de l'avenir, du désir des personnages. Mais en plus de ça, elle voit les fantômes. Mais elle voit les fantômes et juste, voilà, je pense qu'on le répète suffisamment au début du film pour que toi, en tant que spectateur, tu dises, ok, en fait, les fantômes sont une métaphore, donc ils vont nous raconter des choses, donc on va un peu prêter attention à ça. Et les fantômes, d'ailleurs, sont presque eux qui ont les couleurs les plus tranchées. Oui, et ça pour le coup, c'est vraiment intéressant dans Crimson Peak parce que tu vois les fantômes, enfin, personnellement, d'une façon que j'avais jamais vue. Alors que tu peux dire, les fantômes, c'est un sujet tellement utilisé. Genre, franchement, on peut plutôt être surpris. On peut plus trop être surpris. Et Guillermo del Toro, une de ses forces, c'est que il a un imaginaire tellement puissant et aussi, je dirais, sincère. Enfin, tu vois, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui vient de son cœur, de ses propres terreurs à lui, que du coup, il arrive à prendre un mythe comme le fantôme et à t'en ressortir quelque chose d'un peu inédit. Ouais. Que t'as pas vu avant, tu sais, même, on a vu Chronos récemment, et il revisite un peu le mythe du vampire. Chronos, c'était pas terrible comme film, mais il y avait des choses intéressantes. Oui. Et là, tu vois, c'est bête, hein, mais de faire des fantômes genre rouge sang. Ouais. Aussi avec cet aspect un peu mi-squelettique, mi-organique. Et un peu vaporeux, mais quand même très présent. Et puis à la fin, Thomas Sharp se fait tuer par sa sœur. Ouais. Et il a un aspect aussi très différent, mais qui pour le coup se rapproche de l'aspect qu'il avait donné aux fantômes dans L'Échine du Diable, que je vous recommande absolument. L'Échine du Diable, pour les personnes anglophones, The Devil's Backbone, magnifique. Et pour les personnes hispanophones, La Esquina del Diablo. Et pour les germanophones
J'essaie de me dire comment est-ce qu'on dit le dos en allemand. Non, mais bref. Bref, des Teufels. Le dos des Teufels. Mais tout ça pour dire que oui. Donc les fantômes, par leur couleur, te racontent aussi quelque chose. Ah bah absolument. Non, et pour le coup, l'utilisation de la métaphore, elle est très claire. Ouais. C'est qu'au début du film, les fantômes sont noirs. Les fantômes mettent en garde. Mon enfant, quand le moment viendra, prends garde à Crimson Peak. Et du coup, là, on est plus de l'ordre de fais gaffe à tes pulsions, attention à la maladie, à la mort. Elle écrit seule dans sa chambre des romans, et je trouve que c'est vraiment le fantôme noir de sa mère qui veille sur elle. Une fois dans la maison, là, c'est les fantômes rouges. Oui. C'est deux fantômes, la mère des deux frères et sœurs tueurs, et l'ex-femme, du coup, de Thomas, qu'ils ont assassiné pour de... Et le son bébé argent. aussi. Et le bébé. Et où là, c'est plutôt... les fantômes sont révélateurs, justement, de l'inceste, du meurtre, des sangs, et Oui. là, c'est la pulsion exposée. Ouais. Alors qu'au début, c'était genre, réfrène-toi, reste dans le noir. Là, c'est rouge et c'est la pulsion exposée. Et d'ailleurs, c'est le fantôme qui révèle à Edith, qui va Oui. faire aller Edith observer Thomas et Lucille avoir un rapport sexuel. Et à la fin, du coup, c'est le fantôme blanc, quoi. C'est la libération. Pour moi, c'est un peu la libération. Non, mais c'est ça. C'est ok, c'est fini. C'est un fantôme blanc, simple, qui sourit, qui fait pas peur. Qui aide aussi En Edith. plus. Parce qu'il la sauve. Ouais. Et donc ça, je trouve on suit vraiment ce fil-là, quoi. Par la couleur. C'est vrai. Là où Sin City, voilà, c'est aussi plus difficile à dire que la couleur est, si elle est significative. Non, mais parfois, elle est gratuite, quoi. Mais oui. Je trouve que c'est plutôt les questions de contraste qui sont signifiants. Mais c'est pareil, Oui. c'est un peu... Je trouve qu'il y a un peu un... Alors moi, j'appelle ça le syndrome Seigneur des Anneaux, mais je pense que je suis tout seul à appeler ça. Ok, dis-moi. C'est que... Sin City est un bon film parce que Sin City est une bonne BD. Et vu qu'on est dans une espèce... Rodriguez, c'est un bon adaptateur. Ouais. Et que ce qui fait la puissance dans le film, c'est ce qui fait de la puissance dans la BD. Sauf que parfois, ce qui fonctionne pour une BD, il marche pas forcément ultra bien pour un film. Ouais. J'appelle ça syndrome sur les anneaux parce que je me fais peut-être me faire des ennemis en racontant ça, mais je trouve que, sincèrement, mon point de vue à moi, je sais qu'il est pas partagé par toi et par la plupart des gens autour de moi. Oui, je me prépare déjà à te dire. Je ne partage plus ça ce point de vue. Mais justement, pour moi, ce qui fait que Sort des Anneaux, c'est si bon, c'est que c'est une œuvre littéraire si bonne que Peter Jackson a réussi à admirablement adapter. Mais je trouve que c'est un film en soi qui est assez neutre. C'est-à-dire que lui, de ce qu'il apporte en tant que tel, c'est assez faible. Et que on pourrait imaginer, par exemple, des Seigneurs des Anneaux faits par d'autres gens qui pourraient apporter beaucoup d'autres choses avec une grosse puissance. Alors pour le coup, il y a un respect absolu de l'œuvre originale. Je pense que ce qu'a voulu dire Tolkien, etc., par exemple, c'est présent dans Seigneur des Anneaux. Mais peut-être que Peter Jackson, lui, raconte rien du coup. Lui, il raconte rien par rapport avec ce film-là. Et je trouve que Sin City souffre un peu de ce même problème-là dans le film. Parce que du coup, il y a le fait d'avoir transposé plan par plan, il y a des trucs qui marchent super bien. Il y a aussi du coup des trucs qui sont gratuits. Il y a des trucs qu'on comprend pas et il y a des choses qui juste sont jolies mais qui sont pas forcément cohérentes avec le reste du film, la manière dont le film est traité, etc. Juste parce que un film qui te compile 4 BD, bah c'est pas la même chose que 4 BD que tu vas lire séparément, qui ont chacune leur propre thématique, leur propre jeu de couleurs, etc. quoi. Sin City, c'est très tape à l'œil. Ouais. Et ça marche bien pour ça. Ça, je suis d'accord. Bon, pour le Seigneur des Anneaux, on n'est pas d'accord. On en a parlé 1000 fois. On en a déjà parlé 1000 fois et on n'a pas trouvé de point de point d'accord. Mais je vais te donner un tout petit peu de compromis, te dire ok, je pense pas que le Seigneur des Anneaux soit forcément le film le plus personnel de Peter Jackson. Je pense quand même qu'il y a un talent de réalisateur qui est derrière.
et aussi un talent artistique, parce que tu as de très grandes œuvres littéraires qui sont pas bien adaptées. Non, mais de metteur en image. Mais tu vois, c'est comme le King Kong, quoi. Tu vois, le King Kong qu'il a fait, bah c'est juste, le premier King Kong Oui. remis au goût du jour, quoi. Mais- Mais on n'apporte rien. Et du coup, même les choses qui ont été racontées, que racontent les propos du premier King Kong de 33, et bah du coup, ça se perd dans une espèce de magma diffus, parce que il y a juste 80 ans qui sont passés 70 ans, qui sont passés entre les deux films, et que tout un discours, je sais pas, sur la prohibition, sur la mafia, sur les organisations de la société, sur le rapport aussi, de l'animal, des autres, des personnes de couleur, etc., qui sont des propos qui sont portés dans le film de 33. Juste, c'est complètement perdu, étiolé, diffus dans le film de 2005. Alors oui, il est beau, il est sympa, il est fun à regarder. Ok, Mais il raconte rien en plus, quoi. pour King Kong, à la limite. Et pour moi, je veux bien concéder pour King Kong. Le Seigneur des Anneaux est meilleur, et je suis d'accord, il y a un vrai talent de réalisateur, mais de metteur en image, quoi. Mais on n'est pas obligé de... Non, oui, mais bon, on parle pas du Seigneur des Anneaux. Je ne tiens pas sur les Anneaux. Mais je tiens à dire quand même qu'il a fait des modifications par rapport au livre du Seigneur des Anneaux, que moi je suis d'accord avec, notamment sur le personnage d'Arwen. Il a donné aussi une meilleure place au personnage d'Éowyn. Je trouve qu'il a fait quelque chose de beau sur l'amitié entre Frodon et Sam. Mais tu vas dire, mais c'était déjà dans le livre d'origine. Mais bon, moi j'y crois, et puis voilà. Mais on va revenir à Sin City, à Crimson Peak. Non, mais c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ce style. Oui. Et que, par exemple, tout le personnage là de Cannibal Wood, le personnage de Cannibal joué par Elijah Wood, imaginez Frodon qui joue un cannibale. Voilà, vous avez une image étrange en tête. Il fait vraiment très peur. Vous avez une image dans étrange ce en film. tête, et c'est ça qui se passe dans le film, et ça fait super peur. Il n'y a pas que le loup qui a bouffé ses filles. Lui, il bouffe les restes de son maître. C'est le maître qui les assassine. Mais par exemple, là, il y a des choses super fortes, et notamment quand il meurt à la fin, où ce personnage-là se fait démembrer, et c'est dégueulasse. Ouais. Il a des surtout, yeux mais bleus c'est le regard intense, et il a des membres rouges, etc. Et là, par exemple, l'utilisation de la couleur, elle marche pas du tout, quoi. Mais à la fin, tu vois ses yeux, ils sont pas colorés, mais par contre, ils sont hyper éclairés par rapport au reste. Donc c'est peut-être ça qui donne l'impression qu'ils sont colorés. Mais lui, en tout cas, il a ses membres colorés, et là, il y a quelque chose de gratuit, alors que justement, il Oui. est terrifiant, parce que justement, lui, il est sans couleur, quoi. Oui. Et surtout, pendant dans beaucoup de ces scènes, on voit pas ses yeux, on voit juste le blanc des lunettes. Le blanc des lunettes, et du coup, ça lui donne vraiment cet aspect genre sans âme, genre vide à l'intérieur, qui est un peu son personnage, qui est cannibale, qui est genre limite, animal, Oui, et puis il y a presque un truc aussi, on raconte un moment, du coup, on raconte que quand il tue des gens, il a une espèce d'extase divine. Oui. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un prêtre qui l'encourage à tuer, parce que du coup, ça lui amène une espèce d'extase. Et je trouve qu'il y a aussi une blancheur, c'est ça aussi, cette blancheur-là, qui lui arrive, quoi, espèce de truc, c'est extatique, quoi. Ouais. Et du coup, il est blanc quand il tue, c'est blanc, le sang, il est blanc. Ouais, c'est horrible. Alors, petite anecdote sur le tournage de Sin City, je ne sais pas si tu le savais, c'est que donc dans une grosse partie du film, voilà, comme on l'a dit, sauf quand c'est sur le visage de personnages principaux ou tout ça, le sang apparaît blanc, et donc ils ont tourné le film sur des écrans verts, ils ont tourné le film en couleur, et puis ensuite ils ont retiré la couleur des images. Mais au début, quand ils sont retrouvés face à un défi, c'était comment faire en sorte que le sang soit tout le temps genre pétant aux yeux. Ouais. Et pour ça, ils ont utilisé en fait de la peinture fluorescente. Ouais. Ils ont tourné tout avec de la lumière bleue. Enfin, de la lumière noire, quoi. Ouais, de la lumière noire, pour que ça puisse ressortir et que ce soit facile pour eux en post-prod de faire apparaître le truc blanc. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais le film est vachement marrant parce que tu sens qu'ils se sont trop amusés à faire ça. Et en fait, j'ai regardé, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Ouais. Juste à l'époque, c'était neuf, quoi. Et d'ailleurs, Rodriguez, qui est plutôt un aficionado de la technique, notamment avec Spy Kids, où il s'est beaucoup amusé à aller vers des effets 3D, de trucs de post-prod un peu fun, etc.
Là, d'ailleurs, c'est lui qui a dû démontrer à Frank Miller que c'était possible, et Oui. il l'a fait d'une manière assez simple, Ouais. justement en mettant tout en noir et blanc, en accentuant les contrastes et en mettant de la couleur, et en fait, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, tout à fait. Et mais ouais, dans Sin City, encore une fois, moi je dirais là où alors dans Sin City, là où je trouve que la couleur est la mieux utilisée, c'est dans l'histoire de Marv. Mhm. Euh, Ce que tu disais, ouais. Notamment avec le personnage de Goldie, où elle a cette chevelure dorée. Et puis il y a aussi, alors dans cette histoire, il y a Goldie, donc la prostituée dont il tombe amoureux, elle se fait tuer, et puis il se lance dans un truc de vengeance pour essayer de venger la mort de Goldie. Mais il se retrouve aussi face à Wendy, Ouais. qui est la sœur jumelle de Goldie. Donc au début, il pense que c'est elle, mais tu sais, toi en tant que spectateur, tu sais que c'est pas elle parce qu'elle a pas elle a pas de couleur sur Ouais. elle. Alors que Goldie, elle a même la peau légèrement carnée, Ouais. légèrement rose, alors que sa sœur, elle est pas, Elle est noir et blanc, quoi. elle est en noir et blanc. Il y a juste à la fin, je crois, à un moment, il y a une espèce de confusion. Oui, mais justement, c'est quand lui, il a l'impression de voir Goldie. Ouais. Et la fin de ce court-métrage, c'est sur cette espèce d'impression dans la rétine Ouais. de Marv après qu'il soit mort sur la chaise électrique, où il y a cette image un peu imprimée d'un cœur, enfin, le Oui, lit du en lit forme de cœur, cœur. avec elle, Je quoi. dirais, c'était, au moins c'était vraiment marquant. Oui, tout à Et fait. il y avait un truc où le sang, ça représentait... Enfin, non, pardon. Où il y avait un truc où le rouge représentait quelque chose dans l'histoire. Ça représentait un peu le sang, la passion, l'amour. Oui, puis ça fuir à lui. C'est vrai que c'est caché pour se soigner. Ils sont en couleur aussi. C'est quelque chose aussi qui l'humanise. C'est ça. Tous les endroits, en fait, qui sont humanisants pour lui sont Ouais. mis en exergue. Après, je veux dire, dans les autres, bah, t'as The Yellow Yellow Bastard. Bastard. Mais Ouais. du coup, c'est assez basique. C'est, bah, t'as le méchant qui est en jaune. Après, si dans celui, c'est quoi ça? Avec Dwight, là, chez les Ouais, celui prostituées. avec Dwight. Ouais, dans la Là, il y a vieille un ville. truc un peu avec le rouge et le bleu. Ouais, il y a aussi Mais, un truc vite fait dans les yeux, où c'est la traîtresse qui a les yeux bleus. Mais Oui, bon. c'est ça, mais c'est limite accessoire, quoi. Là, ou, ouais. ou à la fin, si t'as le ciel qui est rouge sang, mais Oui. tu te dis, bon. Mais c'est dommage que justement, c'est tellement un parti pris, tellement puissant, que du coup, c'est un peu genre, mouap, mouap, quand Ouais. ça tombe un peu à l'eau, quoi. Un truc que je voulais dire, c'est que dans Sin City, malgré tout, la couleur que tu vois le plus, c'est le rouge. Oui, c'est vrai. Que ce soit sur une robe, du sang, le ciel. Le Ouais, ciel. Les couleurs de la police. Ouais. Rouge à lèvres. Non, c'est dans le 2, ça. On en voit dans le premier? La première femme qui se fait tuer, elle a pas des... Non, elle a la robe rouge. Le truc, d'ailleurs, s'appelle La femme à la robe rouge. Ouais. Ça s'appelle La femme à la robe rouge? Bah, ils ont le titre complet, vu qu'il y a 2 histoires, c'est pas ça, mais je crois qu'à un moment, c'est La femme à la robe rouge. Je crois Ok. que le nom de son personnage est écrit La Ok. femme à la robe rouge dans le générique. Je pensais qu'elle avait aussi le... Ok. En tout cas, je sais que dans la BD, Non, ouais, je crois pas. ça doit être Dame to Kill For. Ouais. Mais bon, c'est le rouge. Et le rouge, pour le coup, enfin, je veux dire, c'est même sur le titre. Quand Ouais. tu regardes le titre de Oui, Sin tout à City, fait. c'est noir, blanc et rouge. Ouais. Et ça t'annonce tout de suite la couleur. Je trouve que le rouge est beaucoup utilisé dans ce film pour t'annoncer le meurtre. Oui, le meurtre, la violence. Et c'est un peu, tu sais, ce truc de pulsion, genre de vie et de mort, Tout à fait. où c'est le rouge qui fait le lien entre les deux. Mais c'est souvent les personnages qui vont aller tuer, ils portent du rouge ou ils vont vers quelque chose qui est rouge. Ouais. Euh, Mais voilà, moi je trouve que la couleur reste quand même parfois un peu anecdotique. ouais. Et en tout cas, elle est là pour mettre en exergue, alors que dans Crimson Peak, la couleur c'est aussi un personnage. Oui. Et pour le coup, c'est pareil, les fantômes, on parle des fantômes noirs, rouges et blancs, mais c'est pareil, c'est quasiment du coup des couleurs à part entière qui sont des personnages. Oui. D'ailleurs, Guillermo del Toro avait interdit à la costumière d'utiliser le noir, le rouge et le blanc pour faire les costumes. Et je pense, alors j'ai pas trouvé l'explication concrète, mais moi je pense justement que c'est pour garder la place totale aux fantômes.
pour que Ah. les fantômes soient Ouais. noirs, rouges et blancs et les sols, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les fantômes, même quand il fait sombre, et ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que souvent les passages sombres, c'est pas du sombre genre juste noir et gris, c'est souvent un sombre un peu verdâtre. Donc il y a toujours un peu une teinte. Mais qui est là pour le coup est le vert du moisi et de la mort, de la Oui, maladie c'est ça. qui gangrène, C'est ça. du poison qui est mis par la sœur Oui. pour tuer Edith. Mais c'est que même dans les ténèbres, les fantômes se détachent toujours. T'arrives Ouais. toujours à voir cette espèce de masse rouge qui se Oui. rapproche. Même noir, hein, d'ailleurs. Oui. C'est dire. Oui. non. Et, Parce qu'en plus, ces fantômes, effectivement, apparaissent en plus souvent dans leur élément. Le fantôme noir de la mère d'Edith apparaît souvent dans le noir. Et c'est souvent dans des couloirs Ouais. un peu verts. Et qu'on voit, les fantômes rouges apparaissent souvent dans des ambiances rouges. Et à la fin, le fantôme blanc apparaît dans un cadre blanc. Oui. Mais en même temps, ils se distinguent très, très bien. Et c'est presque, du coup, des couleurs aussi à part entière. Un peu ce qu'on pourrait trouver, justement, dans le cinéma expressionniste, où la couleur, c'est un personnage, quoi. C'est un symbole, c'est une place à part entière, quoi. Comme la maison aussi, là, par exemple, qui est vraiment un personnage, d'ailleurs. Enfin, voilà, je disais tout à l'heure, mais elle respire, etc. Ouais. Enfin, on dit que c'est comme si elle respirait, parce qu'il y a des espèces de tirées dans les cheminées, et tout ça. Mais c'est vrai, même il s'est considéré comme un personnage à part entière, et ils ont voulu le construire comme ça. Alors, un truc que j'ai lu, et c'est pas pour dire que ce que tu dis c'est faux, mais un truc que j'ai lu, que Guillermo del Toro disait, c'est que, donc, pour lui, Crimson Peak, il s'est vraiment inspiré de romances gothiques. Donc, si vous faites des recherches dessus, c'est vraiment, il rentre totalement dans les clous de la romance gothique, aussi bien dans les thèmes, dans le décor et tout ça. Mais il disait ce qui fait la distinction entre un truc de maison hantée, un film de maison hantée, un film de romance gothique ou un livre, bref, c'est que dans la maison hantée, la maison est un personnage à part entière mais vraiment indépendant, alors que dans la romance gothique, la maison ou le cadre est une réflexion de la pourriture des personnages. Ouais. Ou de leur vie, c'est tout ça. Et du coup, je dirais oui, c'est un personnage à part entière, mais qui est pas complètement indépendant des personnages qui l'habitent. Ah non, bien sûr. Parce que justement, tu vois dès le premier plan que les couleurs de Lucille et de Thomas se retrouvent dans la maison, Tout à fait. là où Edith, elle est la seule couleur jaune dorée. Non, mais je suis d'accord. Elle est pas à sa place. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Et d'ailleurs, c'est eux qui la font vivre, la maison. Même littéralement. Enfin, il y a quelque chose où eux, ils tuent aussi pour faire vivre la maison. Ils ont tué leur mère pour pouvoir continuer à rester ici. Ils se marient avec des femmes pour les tuer, pour pouvoir continuer à vivre dans cette maison et pour pouvoir la faire vivre aussi, quoi. Ouais. Non, puis même la maison, au sous-sol, elle a ces espèces de grosses cuves d'argile rouge, comme si c'était du sang. Enfin, ça fait vraiment être vivant, quoi. Ouais. Et c'est là où se cachent tous les secrets. Et c'était un vrai défi technique à faire, cette maison-là. Parce qu'ils Non, mais ont voulu la faire en entier. ils l'ont construit en entier, c'est quand même fou. Ouais. D'abord, en plus, quasiment 2 fois, parce qu'ils l'ont construite en nature. Puis, ils ont des problèmes avec l'affaissement des sols à la sortie de l'hiver. Et donc, ils ont reconstruit des parties en studio. Et bref, tout ce qui est imitation bois, en fait, c'est de l'acier ou du béton. Non, mais le truc, c'est une maison un de truc malade. Non, et j'ai été voir, donc quand je vivais à Toronto, j'ai été voir une exposition sur Guillermo del Toro où ils avaient ramené du coup des costumes et des accessoires. D'ailleurs, le film Crimson Peak a été tourné dans la région de Toronto, en Ontario en tout cas, et c'est juste fou le détail qu'ils mettent dans les accessoires et les costumes. Et tu vois, et même dans cette exposition, tu sais, ils essaient d'un peu recréer un décor. Et je me dis, mais ça devait être fou, quoi, d'être sur ce plateau de tournage. Ça devait être trop fou, trop agréable. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient créé pour beaucoup d'accessoires 2 tailles. Tout à fait. Pour que lorsque les personnages étaient dans une situation où ils se sentaient forts, les accessoires étaient plus petits. Non, étaient gros. Non. Si.
Quand tout va bien, les plans sont larges, les meubles sont gros, la maison est spacieuse et accueillante. Ok. Quand ça ne va pas, elle est étouffante. Et donc, du coup, justement, tout a l'air loin, rien n'a l'air agréable. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute. En tout cas, ils ont joué sur les tailles. Parce que ça me paraissait aussi... La première Ouais, fois que je l'ai ouais. lu, je me suis dit, bah non, mais du coup, pour redonner l'impression d'étouffement, il faut que les trucs soient plus gros. Et en fait, non, c'est que du coup, tout est à bonne hauteur et dans un cadre sympa. Ouais. Et donc, du coup, c'est des plans larges, mais du coup, avec des gros meubles où les personnages se sentent bien. Et au contraire, quand ça va pas, les cadres sont plus resserrés, mais du coup, les meubles ont l'air loin, pas sympa. Et pour le coup, c'est complètement subtil. On se Oui. rend pas compte du tout en regardant Non, ça. non, non. Mais en même temps, tu ressens, tu sais, que cette maison, il y a un côté un peu, t'es prise au piège. Il y a un truc un peu organique avec cette maison. Tout à fait. Mais alors, je pense que tu vois un truc qui a peut-être moins plu pour ce film-là par rapport à ses films précédents, c'est que mis à part le côté visuel vraiment frappant, il n'a pas cherché à faire un film révolutionnaire. Ouais, tu veux dire quoi par là? Guillermo del Toro. Parce qu'avant, il cherchait à faire des films révolutionnaires? Je sais pas ce que tu veux dire par là, mais tu vois, je me dis, c'est quand même un film, il a écrit le scénario, quasiment 10 ans auparavant, c'est un scénario original, il l'a repris une dizaine de fois, il a voulu faire un autre film, finalement c'est celui-là qu'il a proposé à différents films, c'était pas celui-là son premier choix, mais celui-là qui a été retenu par ses rendez-vous avec les producteurs, et justement, c'est bien un film à lui, quoi. Oui. Je sais pas ce que t'entends en fait par révolutionnaire, et du coup j'ai pas l'impression ok, que... bon, pas révolutionnaire, mais c'est un film assez classique. Oui. Ok. Je dirais dans les plans, dans la façon dont le... Écoute, moi j'ai... Ne me fais pas sa tête. Moi j'ai été voir des interviews où il disait que même il voulait que ce film ait comment dire, une ambiance de film classique tourné avec des caméras lourdes, où c'est pas le truc avec des plans... tu sais, souvent dans les films actuels, t'as des plans un petit peu plus légers où t'as le mouvement qui suit un peu plus le personnage, Ouais. un peu comme si la caméra était libre. Alors que là, il voulait vraiment que ce soit un truc genre plus Mais cinéma qu'est-ce traditionnel. que tu veux dire avec ça? Bah que du coup, je pense que Guillermo del Toro, il a habitué les gens à avoir ce truc visuel un peu jamais vu. Ouais. Alors que celui-là, il rentrait un peu plus dans les clous. Mais pour moi, il a fait un très bon film quand même. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je sais pas forcément d'accord. Non. Non, mais tu vois, en fait, oui, moi j'entends bien cet aspect classiciste. Aussi pour des questions de référence, enfin, tu vois, je suis d'accord Oui. avec toi. Enfin, tu vois, Mais je veux dire, tu peux pas dire, ce film qu'il a fait là, je veux dire, c'est pas un film qui aurait pu être fait 40 ans avant. Non. Au moment où c'était le genre phare, justement, du Giallo, etc. Et, je veux dire, c'est un film à lui, quoi. Enfin, je sais pas trop... Non, je dis pas que son film est pas... Tu vois, Les Chines du Diable, par exemple, n'est pas une révolution non plus rien à l'histoire du cinéma, si ce n'est que c'est un beau film pur, puissant et profond. Et pourtant, bah voilà, ça n'empêche pas que ce soit un beau film pur, puissant et profond. Et pour moi, tu vois, je le vois un peu de cette manière-là aussi. Enfin, je sais pas, tu vois, je repense au Labyrinthe de Pan. Le Labyrinthe de Pan, c'était quelque chose qu'on avait pas vraiment vu Ouais, je sais pas. auparavant. Ce côté un peu, tu mélanges... Parce qu'il mélange beaucoup les genres, je trouve, Guillermo del Toro. Ouais. Où le Labyrinthe de Pan, il y avait un petit côté conte, un côté horreur, un côté un peu réalisme historique. Il a refait un peu la même avec The Shape of Water. Pacific Rim, bon, là j'ai pas regardé, mais là c'était plus genre, on va faire un film de kaiju, mais vraiment avec des bons moyens d'aujourd'hui. Hellboy, c'était, on va faire un film de BD, mais avec un côté un peu gothique. Là, je dirais, il a pris un genre littéraire et cinématographique, et il est vraiment rentré dedans. Il a bien fait le truc, mais je dis pas qu'il a pas mis de choses personnelles ou qu'il a pas mis d'aspect d'aujourd'hui, tu vois. Je suis d'accord que le film qu'il a fait, il aurait pas pu être fait 40 ans auparavant. Même quand tu vois
la façon dont il gère les personnages féminins, les personnages masculins. Il renverse un peu les rôles où c'est la fille qui sauve le mec, ou... Oui, pour le coup, les personnages forts sont les personnages féminins. Oui. Même absents. C'est la mère qui a disparu, et pour le personnage de Lucille comme de Edith. Oui. Je veux dire, c'est tous la les deux dans un genre confrontation entre différent, les deux. mais... Thomas, il est Et un lui, peu il là... sait pas trop, il se laisse un peu guider par Oui, tout le oui, oui. monde. Puis elle est vachement intelligente. Je veux dire, t'as aussi un peu ce cliché dans les films d'horreur où la fille a un peu cette naïveté innocente, alors que là, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Juste, on lui retire ses moyens parce qu'on l'empoisonne. Et les fantômes sont pour la plupart des fantômes de femmes. Ouais. Qui l'aident et qui, du coup, franchissent Oui. les barrières des mondes pour... Mais je dirais qu'il avait un aspect un peu plus classique dans ce film, mais c'est pas une critique. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais bon, bref, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé le revoir. Peut-être que, plutôt de dire que c'était pas un film révolutionnaire, peut-être que les attentes du public, ils savaient pas trop à quoi s'attendre avec ce film, et qu'ils l'ont pas bien compris dans ce sens-là. Tout à fait. Et t'en as pensé quoi, toi, finalement, du coup, de ces deux films? Sin City, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Alors, je sais pas si je vieillis et les histoires de violence gratuite, où j'en ai peut-être trop vu, mais ça me touche moins si t'as pas au moins une histoire à raconter derrière. Et en fait, la violence pour la violence, ça me plaît pas. C'est plus fun pour moi. Et par contre, ce que je reconnais à Sin City, c'est son côté visuel qui est très beau. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, c'est vachement beau. J'adore ce plan, notamment le plan du mec en prison où la cage est trop belle. T'as quand même des personnages qui sont cool dedans, mais c'est voilà, après bah oui, ça s'inspire de Pulp Fiction, donc c'est un côté un peu bonbon, tu vois. C'est pas très profond, ça m'apporte pas grand chose ce film. Puis même, tu vois, au point de vue couleur, j'étais un peu déçu, je t'avoue. J'en avais un souvenir plus frappant, parce que je me disais... T'étais plus jeune aussi quand tu l'avais vu. Oui, même dans tes goûts, dans... J'étais... Enfin, c'est un peu ce que ça m'a fait. La première fois que j'avais vu Sin City, ça m'a fait un effet assez fort. Ouais. Et ensuite, je l'ai revu quand j'étais en Espagne, dans un ciné, en plus doublé. Et où là, j'avais un peu une espèce de désillusion, où c'était genre, ok, en fait, ce film, c'est juste super sexiste, et parce que j'avais pas vu à mon premier visionnage, et ça m'avait moins marqué, puis c'était un petit cinéma, puis c'était doublé en espagnol, enfin voilà, il y avait beaucoup de raisons aussi qui fait que j'en avais moins profité. Et là, en le revoyant, ça a un peu redoré l'image que j'en avais. J'avais en fait une plus mauvaise image que ça. Mais voilà, tout ce qu'on a dit dans cet épisode-là, du côté de la couleur qui est parfois un peu anecdotique, de ce côté, je vais appeler ça moi le syndrome Seigneur des Anneaux, mais ça ne concerne que moi, ça m'a un peu gêné. C'est pas trop, du coup, ma vision aussi je pense que chaque médium a ses spécificités, et je trouve ça toujours un peu étrange de transposer stricto sensu de l'un à l'autre. Et voilà, moi après c'est un film, franchement, pour faire cet épisode-là, je me suis quand même vraiment posé la question de est-ce que je pose mon veto ou pas sur Sin City. Parce qu'à la base, on avait choisi... Enfin, moi j'ai proposé Crimson Peak et... j'ai proposé Sixième Sens pour la couleur. Michel proposait Crimson Peak. Et en fait, après, Michel était pas très chaud pour Sixième Sens. Parce qu'il y a aussi une vraie histoire de couleur comme personnage en Sixième Sens. Je vous invite à regarder ça de plus près. Et à proposer Sin City. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je pose mon veto ou pas? Parce que vraiment, j'ai un peu de mal avec l'œuvre de Frank Miller, avec les choses qui sont portées, qui sont plus présentes d'ailleurs dans 300. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plus affirmées. Une espèce de... Voilà, moi j'ai un peu du mal avec ce truc-là... masculiniste, homophobe, et juste une espèce d'apologie de la violence, et de la violence qui résout les choses, et les Arabes sont les méchants, voilà, mais c'est pas trop ma grille de lecture du monde, et du coup je me suis dit, est-ce que je pose mon veto? Et en fait je me suis dit non, le film est quand même intéressant vraiment par rapport à la couleur, il y a des choses super intéressantes qu'on peut en dire, etc. Et voilà, et effectivement moi j'étais un peu
déçu par rapport à l'utilisation de la couleur, même là, parce que du coup, en plus, je l'ai regardé vraiment avec cette idée-là en tête. Oui. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'est un peu moins intéressant que ce que j'avais gardé dans mes souvenirs. Pour autant, voilà, c'est un film, oui, bah, qui est violent, qui est gratuit, qui est bourré de stéréotypes, qui, à part deux personnages féminins qui parlent d'autre chose que de mecs, c'est toujours des mecs qui sauvent les filles, même dans les prostituées badass du quartier badass, Ouais. elles s'en sortent pas toutes seules, quoi. Non, clairement pas. Non, puis c'est... Ouais. Mais bon, tu vois, je me dis, ok, c'était quand même assez fun, quoi. Oui, non, mais bon, le film, si tu prends tout ça à part, il a un côté fun, et il y a quand même beaucoup de mise à distance, aussi bien par cet effet de couleur que le cabotinage des acteurs. Enfin, je veux dire, le truc, les dialogues, c'est n'importe quoi. Les personnages, c'est des surhumains qui... Mais bon, c'est le jeu, pour le coup. Non, mais c'est ça. Donc, il y a une mise à distance, je veux dire... Malgré tout, on te dit pas c'est ça la réalité. Non, tout à fait. Ah bah carrément, même loin de ça. Non, mais voilà, par rapport à... Je pense, tu vois, 300 se prend plus au sérieux que Sin City. Oui, tout à fait. Tu sais, un peu dire... On retrace un événement historique, mais un peu stylisé. Non, puis je veux dire, la symbolique des Spartiates, on va pas revenir sur 300, mais c'est non, pas le non. sujet. Mais juste la symbolique des Spartiates, elle est utilisée de nombreuses fois dans l'histoire, et on sait pourquoi, et c'est rarement pour des choses positives Oui. de paix et d'amour. Voilà. Mais Quel que soit le camp d'ailleurs, qui l'a utilisé. Oui. Ouais, et Crimson Peak par exemple, moi j'en avais gardé un très bon souvenir, je l'ai vu au cinéma, Ouais. je l'ai pas revu depuis. Là, ça m'a fait aussi une belle impression. J'ai vu un beau film qui raconte une belle histoire, intelligente, plus profonde que ce que ça peut donner l'impression au premier abord. Oui. Pour le coup, le regarder sous le prisme de la couleur, c'était super intéressant. Oui. Et j'ai appris des choses, et je me suis rendu compte de choses. Il y a un truc super intelligent, même, on n'a pas du tout parlé des insectes, mais il y a tout un jeu aussi autour des insectes, Ouais. la symbolique des insectes, qui est super intéressante, et qui est bien utilisée, qui est subtile, et qui rentre aussi tout à fait dans la continuité de ce qu'on retrouve après avec la forme de l'eau et tout ça, quoi. Oui. Et j'ai vraiment passé un bon moment, et c'est un film que je recommande grandement, quoi. Oui. Oh, oui, moi aussi. Crimson Peak... Alors, tu vois, autant Sin City, contrairement à toi, je l'avais pas revu depuis la première fois où je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et Au cinéma, ensemble, qu'on était ados probablement. Ou pas loin. Sin City, ouais, je sais plus. Alors, Ou en DVD, mais ouais. je pense qu'on l'a vu ensemble. Ouais. Mais pour être honnête, j'en gardais pas un souvenir très clair, si ce n'est la couleur. Ouais. Et c'est pour ça que m'était venue l'idée de parler de Sin City. Voilà. En fait, en le revoyant, j'étais un petit peu déçu par rapport à ça, parce que je pense l'aspect couleur dans Sin City, c'est très tape à l'œil. Je pense que ça a beaucoup marqué à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de film comme ça à l'époque. Et ça reprenait un côté un peu vieux film, mais en y apportant un côté numérique nouveau. Et pour le coup, l'œuvre de Frank Miller, elle était connue des BD-Philes, pas vraiment connue du grand public, ça reste un truc de niche, surtout en France. C'était un peu un truc de niche, et là, ça a quand même porté aussi cette esthétique-là à tout le monde, quoi. Oui. Et effectivement, il y avait ce côté neuf, C'est de ça. choses qu'on n'avait jamais vues. Mais voilà, en re-regardant le film et même en m'intéressant sur comment le film a été fait, je me suis rendu compte que ils n'ont pas toujours mis beaucoup d'intention derrière, autre que un peu être tape à l'œil, mais c'est comme ça. Et peut-être qu'en fait, c'était juste la principale intention du film d'être tape à l'œil. Ouais. Mais voilà. Donc Oui, en tout cas, je pense pas que Rodriguez ait cherché à apporter un propos. Lui. non. Là où Crimson Peak, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Et bon, c'était il y a moins de temps, c'était en 2015. Et je l'ai revu avec grand plaisir et j'ai revu de nouvelles choses. Je suis d'accord avec toi que le regarder sous l'angle de la couleur, c'était très intéressant. Alors pour les insectes aussi. Les insectes, en plus, ça je l'ai appris en allant à cette exposition de Guillermo del Toro. Il a une véritable fascination pour les insectes. Et du coup, si vous regardez pas mal de ses films, c'est un thème qui revient beaucoup.
Et c'est un film que je recommande également, ne serait-ce que pour les images. Et tu vois, c'est un des films où il arrive à te faire ressentir des sentiments pour les fantômes. Enfin, c'est con, hein. Bah, après, tu vois, il fait ça aussi souvent dans ses œuvres, mais il a là, vraiment pour le cet coup, il joue amour du plus monstre. aussi dans le côté horreur. Oui. Parce que les fantômes, c'était plutôt des choses gentilles où l'ambiguïté, elle est maintenue, mais pas très longtemps. Là, l'ambiguïté, elle est maintenue longtemps dans le film. Oui. Sur est-ce que les fantômes ils sont des méchants, et en fait, non, ils sont gentils. Oui. Et il y a même une évolution, pour le coup, du fantôme dans le film. Mais effectivement, il te fait à la fin ressentir, il te raconte une histoire juste sur les fantômes, quoi. Non, mais surtout que moi, bon, tu me connais, Louis. On se connaît depuis qu'on est adolescent. Oui. Moi, regarder des films de fantômes, c'est assez difficile pour moi. Oui. Pour le coup, ça me touche assez facilement. Ça me donne très facilement des cauchemars. Pour diverses raisons. Mais notamment, il y a un vieux film de maison hantée, La Maison du Diable, The Haunting en anglais. Qui est super bien. Qui est super bien. Alors, si vous aimez les films... Enfin, c'est très vieux, mais c'est super bien. Ouais. Et à cette époque-là, je vivais avec ma famille à Berlin dans une vieille maison un peu hantée aussi sur les bords. Et ça m'a complètement traumatisé, ce film. Mais donc, c'est difficile pour moi de regarder des films de fantômes, même si je sais que ça fait pas peur. Je rigole pendant le film, mais la nuit, je douille avec des cauchemars et après, je peux pas dormir pendant des semaines. Et arrivé à 31 ans, manquer des nuits de sommeil, ça a une véritable répercussion sur ma santé et mon bien-être et le bien-être des autres autour de moi. Donc, c'est vraiment un film où j'arrive à regarder un film de fantôme et vraiment l'apprécier et pas avoir peur, même s'il y a quand même des scènes qui versent dans l'horreur. Et il y a même une scène qui m'a... Enfin, toi comme moi, on a vécu des phénomènes de hantise. Et il y a une scène où, pour le coup, c'est un peu mon traumatisme qui revient à la surface. La scène où t'as Edith qui est dans sa chambre et il y a le fantôme de sa mère dans le couloir et il y a la poignée qui s'actionne tout seul. Moi, j'ai vécu ça. Ouais, j'y ai pensé aussi. T'étais là. Ouais, et je te jure, à chaque fois que je regarde cette scène, et ça m'a refait le même truc, c'est un peu genre... Ouais. Mais malgré cette scène, j'arrive à regarder Crimson Peak et à ne pas avoir de cauchemar après. Donc c'est pour te dire à quel point il t'humanise. Enfin, Guillermo del Toro, il a cette force d'humaniser ceux qu'on considère comme les monstres. Ouais. Parce que c'est beau ce que tu dis. Ah, c'est beau ce que tu dis. Mais non, mais... Mais je me moque de toi. Une connexion spirituelle avec Guillermo del Toro. Je disais à Louis, j'ai envie d'aller prendre un verre avec Guillermo del Toro un soir. Puis il va me raconter des trucs et après je vais faire des cauchemars pendant 3 mois. Mais ça vaudra le coup. Et si tu devais conseiller du coup des films qui traitent de la couleur, tu conseillerais quoi ? Des films qui traitent de la couleur. Qui peuvent être pertinents par rapport à ça. Alors, il y a des films que j'aimerais beaucoup voir, notamment pour leur aspect visuel, parce que je pense qu'ils ont l'air de faire des trucs intéressants. Je sais que t'en as vu un. Il y a Midsommar. Il y a Mandy, que j'aimerais bien voir. Non, mais un truc que t'as vu, un truc que tu conseilles par rapport à la couleur. La couleur venue de l'espace. Très bien. Qui est sympathique, qui s'inspire de trucs de Lovecraft, de couleur acier. Et bon, ça c'est le film que je vais recommander à chaque fois pour tous les trucs que j'adore, c'est The Fountain. Ouais. Parce que moi ça m'en met plein les mirettes et plein dans le cœur. C'est bien. Voilà. Et toi, du coup ? Et ben moi, je conseillerais Sixième Sens, qui fait une utilisation intéressante de la couleur dans le film, notamment en termes de jeu de piste. Et sinon, c'est un jeu qui s'appelle Rez, qui je crois est sorti sur PS2, mais qu'ils ont refait depuis, et dont le réalisateur du jeu a cherché de s'approcher d'une expérience synesthésique, qui est un jeu de rythme, du coup, où on déplace sur des formes géométriques un espèce de personnage, c'est des choses de forme géométrique assez claires. Ah, si, ça me dit quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de super intéressant autour de la couleur et du son, de la lumière et du son. Et je recommande par rapport à ça, parce que ça éveille aussi, du coup, le regard à la couleur. En liant
en permettant de comprendre de quelle manière la couleur peut moduler les expériences autres. Et donc, dans une image, du coup, on peut plus facilement prêter attention à la couleur. Là, on n'y prêterait pas forcément attention. Voilà. Voilà. Et ben, c'était le 6e épisode de Popcorn et Gredou, la moitié de la saison. La moitié de la première saison. C'est Mais fou, tu hein. te rends compte? Ouais. Je t'en adore. Moi aussi. Merci d'être là, à nous écouter, à nous soutenir. Si vous voulez nous soutenir un peu plus, vous avez la possibilité de laisser un commentaire et peut-être 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et aussi, oui, envoyez-nous des commentaires. Et, Ouais. Ouais, vraiment, on adore échanger avec vous. Ouais. Ça arrive parfois sur Facebook. On est présent aujourd'hui que sur Facebook et Instagram, mais c'est déjà pas mal. Trouvez-nous, Popcorn et Gredou, c'est le logo, vous nous trouverez facilement. Et vraiment, on adore échanger avec vous. Ah non, mais à pas. chaque fois qu'on reçoit un message, ça nous motive trop. Ouais. Et souvent, on s'appelle un peu tous les jours. Je vais dire à Louis, est-ce que tu connais cette personne? Et genre, on vérifie pour savoir si c'est quelqu'un de notre entourage. Et si c'est le cas, c'est super. Ouais. Mais quand c'est pas le cas, on est en mode... C'est genre excitation totale. Il y a quelqu'un qui a écouté notre émission. Donc, s'il vous plaît. Écrivez-nous. On vous aime. On vous aime. Merci les loulous.